de décortiquer toutes ces mystifications qui se baptisent du beau nom de démocratie ou du nom même de marché, etc., de montrer comment ça fonctionne réellement, et d'essayer d'induire, c'est pour ça que c'est écrit, ça cherche, en fait, au moins j'espère que les gens voient ça comme une espèce de souffle qui évite la désespérance, et qui induirait chez les gens de la génération qui suit une incitation, disons, pour changer les choses, changer de psychologie. Il faut y mettre le paquet. C'est tout le problème. C'est pas... si on se refuse absolument à dire tout est foutu, j'ai écrit ça pour ça, puisqu'il s'agit d'analyser les choses et de montrer que c'est pas foutu. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un ancien 68ard attardé? Non, parce que je crois que 68, la vocation de 68 était absolument hors date. L'idée que chacun puisse, que la multitude, le pari sur la multitude, sur son excellence, est un pari qui date de 2 ou 3 000 ans et qui sera valable dans 3 ou 4 000 ans. Moi, je peux très bien imaginer que dans 4 000 ans, on nous regarde. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs, avoir une fiction, de nous voir pris dans le capitalisme, de voir que ces gens-là, c'est comme les... On regarde avec beaucoup de mépris. C'est pour ça que l'histoire de Clinton m'amuse beaucoup, de l'esclavage. Mais c'est qu'à l'époque de Clinton, à l'époque du XVIIIe siècle, ou à l'époque de la Grèce antique, ou de la Rome antique, mais les gens devaient s'imaginer qu'ils étaient parfaitement de bon sens et de bonne foi, qu'il était parfaitement normal, dans le cas de l'Afrique au XVIIIe siècle ou au XVIIe, de les capturer, de les ficeler, de les embarquer, de les empaqueter et de les faire travailler. La personne qui était ridicule, c'était celle qui critiquait ça. La question de la lucidité en 68 n'est pas du tout une chose datée. Donc je ne suis nullement attardé, parce que je n'ai jamais été daté. Pas seulement moi d'ailleurs. Que font les hommes politiques? Ils amusent la galerie, je pense au pape faisant des excuses au peuple juif, ou Clinton très récemment faisant des excuses aux Noirs d'Afrique. Alors ça vous donne quel genre d'impression, ça? Ah ben ça rentre tout à fait dans, j'allais dire, c'est un corollaire trivial des petits théorèmes, des petites propositions, parce que ça leur fait une belle jambe aux Noirs d'Afrique que Clinton fasse des excuses. Et puis ça aurait été préférable que ce soit un peu plus tôt, surtout. Pour ce qui est de Jean-Paul II, ça m'a beaucoup amusé quand vous dites que c'est un homme politique. Jean-Paul n'est théoriquement pas un homme politique, mais enfin, son pouvoir, c'est le pouvoir spirituel et qui s'excuse. Bon, tout ça, c'est bien pratique parce que ça permet, en fait, ça permet de, disons, fermer officiellement des vieilles rancœurs et d'éviter d'en payer les faux frais. Il n'y a pas grand-chose à attendre de ce que vous appelez les hommes politiques ou les politico-médiatiques, parce que fondamentalement, ce sont les pointes extrêmes du système. Ça ne veut pas dire du tout que ce n'est pas des mauvais gens. Bill Clinton n'est pas un mauvais bougre. Il se veut postmoderne, président postmoderne. Mais dans le cas de Jean-Paul II, je dirais pas la même chose. Parce que lui, il est décidé, c'est un réactionnaire convaincu. Dans le cas de Bill Clinton, c'est simplement, faire un peu le clown pour défendre de façon absolument féroce le libre-échange à l'américaine dans le monde. Quand on va essayer de vendre quelque chose à un client, si le jour d'avant vous avez assassiné sa belle-mère, c'est quand même malvenu de ne pas présenter d'excuses si vous voulez lui vendre un aspirateur. Moi je vois un peu ça comme ça. Pendant ce temps-là, les inégalités augmentent, les fossés deviennent de plus en plus profonds, et je veux dire, on voit vraiment pas beaucoup. Vous avez encore une lueur d'espoir?
Ah ben, de toute façon, c'est pas ça. C'est même, je ne me pose pas la question comme ça. Je sais que s'il n'y a pas de l'espoir, c'est effectivement foutu. Mais que de toute façon, même si elle n'avait pas, il faudrait dire qu'il y en a. Il y a un problème de volontarisme, là, au point où on en est. Et je crois qu'effectivement, il y a toujours des gens, il y a 100 personnes qui sont soumises, il y a toujours des gens qui se lèvent et qui disent non. C'est très beau. Qui aurait cru que, au moment où Spartacus, l'insurrection de Spartacus, il était quasiment dans l'imaginaire social des gens, l'idée que l'esclavage pourrait un jour disparaître, très peu de gens pouvaient le penser. Je crois qu'une des urgences, actuellement, et ça me semble possible, puisque les gens que vous appelez d'athées, en fait, ne sont nullement résignés, et qu'il est parfaitement possible d'imaginer de construire des réseaux non pas de résistance, ce terme a tellement été galvaudé, en tout cas des réseaux de guerre de la pensée, qui pilonneraient et qui torpilleraient systématiquement l'esprit de Davos. Alors je rappelle que Davos, c'est une réunion qui a lieu, je crois, au mois de janvier ou décembre chaque année, désormais, qui rassemble les plus grands responsables économiques et politiques de la planète, bien sûr, en général, des pays les plus riches, et qui prétendent imposer la loi du marché mondial dans son sens le plus général, le plus extensif, à la fois culturel, politique et bien sûr économique, à la planète. Et donc, l'esprit Davos, c'est précisément une vision d'un monde de libre-échange total, d'une domination absolue des marchés, où par exemple un État qui déciderait de dire, bon, l'éducation fera quand même, la santé fera quand même s'en occuper, et d'une façon donc avec des aides de l'État, eh bien l'AMI, qui est une espèce d'émanation de l'esprit de Davos, dira, ah non, nous avons une telle entreprise pour dire, nous sommes un service sanitaire privé, nous considérons que votre système éducatif ou votre système sanitaire étatique, c'est de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que tout ce qui a fait la France, l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, enfin, c'est l'Europe, ou le Japon, toute la, disons, les interventions de l'État qui ont construit les infrastructures actuellement pourraient être considérées pour les autres pays comme des atteintes inadmissibles et une concurrence déloyale. On en est là. On ne se rend pas compte actuellement. Si effectivement n'existe pas un esprit de réseau de pensée de guerre capable de faire pièce à Davos, on est bon pour un 21e siècle, un 22e siècle, totalement cauchemardesque. On a les clés. On sait, les gens en question dont vous parlez, les 68 heures attardées ou tout ce que vous voulez d'attarder, non seulement ne sont pas les attardés, mais ils ont la lucidité pour comprendre qu'un tel système doit être critiqué et combattu avec la détermination la plus farouche. Il y a un problème de solidarité, de construction d'une force politique globale. Et ça, on en est à l'amorce du début. De toute manière, il y aura beaucoup de pain sur la planche, car nous devrons vaincre là où Hegel, Marx et Nietzsche n'ont pas vaincu. Alors, au travail. Oui, c'est un tout petit commencement.